L'entretien des patriotes, rebonjour, partie 2. Fin de vie contre droit à la vie. Le coup de gueule de Franck Zégé. Et puis, les zinzins en folie. Pour mesurer l'horreur de cette loi sur la fin de vie, voyons ce qui se passe à l'étranger dans les pays qui ont adopté cette mesure criminelle. Le Canada propose désormais l'aide à la fin de vie le jour même et une femme âgée qui avait changé d'avis a malgré tout été piquée. Le délai de rétractation est plus long pour un abonnement Netflix. Le progrès, oui, c'est épouvantable. Et il n'y a pas une semaine sans que les journaux nous fournissent des cas terrifiants. Une personne étouffée entre deux coussins parce que la piqûre létale n'a pas marché, des parents abattus parce que leur fille de 23 ans s'est fait piquer pour une dépression. L'horreur au quotidien. Au Canada, toujours, le Canada s'apprête à franchir la barre des 100 000 morts assistées, soit plus que le nombre de morts dans le pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qui sont les clients, entre guillemets, de cet abominable commerce? À la fin de l'année, 100 000 Canadiens ont été piqués depuis 2016. Le manque de capacité en soins palliatifs oriente les personnes faibles, âgées, malades vers la mort dans des proportions impressionnantes, déplore Dominique Régnier dans Point de vue Le Figaro. N'oubliez pas que c'est la gauche sociale qui est la plus fanatique à cette loi sur la fin de vie. Un cas qui a bouleversé les réseaux sociaux et le Canada. Kayla Pollock. Je me suis couché en pleine forme. Au matin, j'étais tétraplégique. Le Canada avait promis un soutien aux personnes victimes d'effets indésirables après le pchout. Je n'ai rien reçu. On m'a plutôt proposé l'aide médicale à mourir. On a longtemps cru que ce genre d'abomination serait impossible dans notre beau pays. Mais voilà, la gauche, la Macronie, le progressisme sont passés par là. Et une majorité de députés ont voté une loi dite la plus libérale entre guillemets du monde. Mais il y aura une seconde lecture de cette loi au Sénat. Il y a donc une chance d'empêcher toutes ces horreurs. Et vous le savez, plus on est informé, plus on est contre cette loi sur la fin de vie. Alors que la loi n'est même pas encore votée, voyez ce qui se passe en France. Les vautours commencent à s'agiter. Paris, soupçonné d'avoir préparé la fin de sa mère, une femme de 63 ans placée en garde à vue. Ou ceci. Le taux de fin de vie des personnes âgées en France montre que la demande est déjà là. Mathias Savignac, le président d'une mutuelle qui est pour la fin de vie assistée et personne ne voit le conflit d'intérêts. Notez le terme économique, la demande. Il est tellement significatif et tellement épouvantable. Oui, parce que c'est un marché de la mort. Et vous le savez, il y a des demandes pour des choses épouvantables. Voyez par exemple avec Jeffrey Epstein. Et ceux qui ont une conscience se retrouvent dans le viseur de cette loi. Les religieuses qui refuseront la fin de vie dans leurs maisons de retraite et hôpitaux encourent une peine de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende selon la proposition de loi sur la fin de vie. Nous sommes venus à l'ONU pour dénoncer cette véritable persécution. Ne laissons pas passer une telle injustice. Il faut absolument diffuser cette vidéo et signer cette pétition dans ma description. Il est temps d'écouter le témoignage de Franck Zégé. Allez, bonjour Franck. Un nouvel épisode sur la loi sur la fin de vie. Je crois que tu as quand même beaucoup de choses à dire et notamment des cas pratiques. Explique-nous tout. Alors, bonjour effectivement, et je te remercie de me recevoir. On va parler forcément de la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais moi je voudrais me présenter avant tout comme un praticien de l'accompagnement de fin de vie, puisque c'est effectivement mon métier, mon job, et je fais ça à longueur d'année. Et comme effectivement, vous remarquerez qu'on n'a pas entendu un médecin de soins palliatifs qui a souhaité cette loi, hein, absolument pas. Donc je voudrais commencer par vous présenter quelques cas, des vrais cas, hein, des gens qui sont ici dans cet établissement et que je côtoie tous les jours. Donc c'est Monsieur B, par exemple, qui a fait un puis un autre AVC et donc qui physiquement est très dégradé.
Et quand j'ai été le chercher dans le service de soins de réadaptation, de rééducation, il me dit, je veux mourir, je veux mourir. Et il a une image de lui qui est complètement déplorable parce qu'effectivement, il n'est plus en capacité de faire ce qu'il faisait avant. On le prend chez nous, on l'encourage, on l'entoure de bons soins. Sa femme lui amène son petit gâteau à midi, il a son verre de vin à table. Le kiné est un type assez dynamique qui le rebooste et il recommence à aller mieux. Donc ce monsieur m'a clairement exprimé il y a 2 mois de ça qu'il voulait mourir. Si la loi avait été telle qu'elle a été votée, ce monsieur ne serait plus parmi nous. Et pourtant, il est en train de regagner du terrain. J'ai Monsieur V. Monsieur V, effectivement, je l'ai récupéré aussi à l'hôpital. Il était dans un lit avec des barrières, recroquevillé, en position fétale, désespéré parce qu'il était séparé de son épouse du fait de sa pathologie. Et on l'a pris dans l'établissement avec son épouse. Et il s'est retrouvé côte à côte avec son épouse. Ça, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Et puis, ben, son épouse, malheureusement, la vie a fait qu'elle est décédée. Mais Monsieur V, lui, il est toujours là. Et il est bien vivant, bien debout. Et il est un des animateurs principaux de cette résidence. Ben, ce monsieur, quand on a été le chercher il y a 1 an et demi dans son lit recroquevillé, il disait, je veux mourir, je veux mourir. Donc aujourd'hui, il ne serait plus parmi nous non plus. Il avait exprimé le souhait de mourir. C'est Madame M. Après, j'en ai plein, mais je vais m'arrêter à Madame M, que j'ai récupérée de l'hôpital il y a à peu près 3 mois de ça, dans un état catastrophique parce qu'elle avait un cancer très évalué, qui, elle, par contre, voulait effectivement voir son fils avant de mourir. Et donc, on ne l'a pas shooté de médicaments, on l'a laissée lucide. Elle acceptait de gérer sa douleur parce qu'elle voulait être en contact avec son fils. Elle a vu son fils plusieurs fois et puis elle est partie 48 heures après la dernière visite parce que son fils était loin, il est revenu exprès pour la voir. Et on l'a maintenue lucide en toute connaissance de cause pour qu'elle puisse effectivement profiter de ses derniers instants avec son fils. Et ensuite, elle est partie naturellement, euh, en n'ayant pas plus de souffrance que ça. Mais logiquement, si on suit la loi, on aurait dû effectivement lui faire une sédation profonde. Et ses derniers contacts avec son fils, parce que je suis persuadé qu'elle a attendu son fils pour partir, hein, eh ben, elle ne les aurait pas eus. Eh ben, cette loi qu'ils ont votée, ce sont des gens qui ont... Là, je vais faire un lien avec ce qui s'est passé pendant la Covid, parce qu'on est dans la même philosophie. C'est-à-dire que pendant la Covid, on nous a inculqué qu'il fallait renoncer aux soins, qu'il ne fallait pas soigner les gens, qu'il fallait prendre du Doliprane et rester chez soi. Et puis quand ça allait très 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 mal, parce que forcément quand on s'occupe pas des gens, bah, ils vont pas mieux, et ben on est arrivé au décret Rivotril qui nous ont pondu avec le Rivotril qui était finalement un préalable de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que faute de soins, et ben on vous propose effectivement d'en finir. Eh bien, on est exactement dans la même logique. C'est-à-dire, faute de soins, les soins dont je vous ai parlé pour ces personnes, faute de soins palliatifs, parce qu'on n'investit pas assez dans les soins palliatifs, eh ben, on a une solution, ça s'appelle effectivement l'euthanasie. Et ils ont pondu une loi pour faire ça. Et cette loi, on va la détailler. C'est pas une loi pour freiner, pour mettre des garde-fous et pour éviter effectivement d'abréger la vie de plein de personnes. C'est au contraire une loi qui est hyper facilitatrice. C'est une loi qui favorise énormément, qui enlève les garde-fous. Quels Et ça, sont c'est les, effrayant. voilà, quels sont les points qui te choquent le plus dans cette loi? Alors, si on prenait dans l'ordre, mais on ne rappelle pas le temps, le point le plus choquant pour moi, c'est effectivement que tout repose sur une seule personne. C'est-à-dire que toute la procédure, ça repose sur un médecin référent. Il n'y a pas d'intervention du juge. Il est tout seul. C'est lui qui décide, effectivement. Il apprécie, c'est le texte, hein, si le patient doit formuler sa demande par écrit ou par un autre moyen adapté. C'est l'article 5. Donc, ce médecin référent ne va même pas demander une trace écrite, ne va même pas demander effectivement qu'il y ait un témoin. Le seul contact avec le patient qui lui dira je veux en finir suffira. Donc autant dire que les cas que je vous ai présentés avant, le simple fait qu'il m'ait parlé aurait suffi pour que je mette fin à leur vie. Donc il y a un manque de contrôle et de garantie qui est assez hallucinant. Une personne seule qui décide de votre vie. Moi, quand je prends l'avion, s'il y avait un seul pilote, je ne le prendrais pas. Il y a un copilote au cas où. Ben ici, dans cette loi, il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment assez impressionnant. Ce qui est terrible dans la lignée de cette personne seule, c'est que le médecin peut procéder, ce médecin référent peut procéder effectivement à une réunion avec plusieurs participants. On se dit, bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant, sauf que c'est lui qui prend la décision à la fin. Donc, ça veut dire que moi, je suis soignant, je suis aide-soignant dans un établissement. Le médecin me réunit, il dit voilà, Mme Michu, elle m'a dit qu'il fallait en mourir, je pense qu'il faut le faire. Et puis l'aide-soignante, elle dit non, non, mais moi, elle m'a pas dit ça. Elle vous a peut-être dit ça à un moment où elle n'était pas bien, mais moi, elle me raconte des choses, elle veut vivre.
il va y avoir un débat, et puis le médecin va l'emporter. Il va dire, ben non, moi, elle me l'a dit, donc on la tue. On tue Est-ce la que... dame, Oui. et après, imagine un peu le désastre mental pour l'aide-soignante qui n'aura pas pu empêcher qu'on tue la dame. Elle va rentrer chez elle en disant, mais je sais qu'elle Ouais. voulait pas mourir. Non, mais la décision a été prise. On va détruire les professionnels. Bah, On va massacrer du professionnel. est-ce que tu peux peut-être tracer un parallèle avec ce qui s'est passé dans les EHPAD avec le Rivotril? Parce que j'avais entendu de nombreux témoignages justement d'aides-soignantes qui étaient traumatisées après justement l'administration de Rivotril à des patients qui auraient pu s'en sortir. Alors, je ne pourrais parler que de choses que je n'ai pas vécues, puisque moi, j'ai interdit le Rivotril dans mes établissements. Donc, le Mm. Rivotril, Mm. quand l'ARS m'a envoyé l'obligation, parce qu'ils nous ont envoyé l'obligation de faire des stocks de Rivotril, il faut imaginer, c'était une note Mm. officielle, vous devez faire des stocks de Rivotril, donc c'était programmé. Moi, j'ai refusé. Donc, j'ai pas eu de cas de Rivotril dans mon établissement, d'autant plus que vous pensez bien que on les a soignés, on les a accompagnés, la question ne s'est pas posée. Par contre, je suis allé dans d'autres établissements où vous avez vécu ça. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Les soignants sont. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont arrêté le métier, qui sont partis. Donc, ils ont laissé les gens sans soins, puisqu'il ne fallait pas les soigner, c'était interdit. Donc, les gens se Pas sont dégradés. d'antibiotiques. Mm. Pas d'antibiotiques, pas des traitements controversés, et on se demande bien pourquoi. Mm. Donc, ils ont laissé les gens s'aggraver. Et quand les gens se sont aggravés, et quand on s'aggravait avec la Covid, c'était quand même détresse respiratoire. Et quelqu'un qui est en détresse respiratoire, c'est pas joli à voir, hein, quelqu'un qui s'étouffe. Et donc, effectivement, quelqu'un qui vient, qui propose le Rivotril et la personne meurt, c'est un traumatisme. Dans les établissements où je suis passé qui ont connu ça, beaucoup de professionnels ont arrêté et sont partis parce que c'était trop violent, trop violent. Et alors, il y a peut-être une déduction que l'on peut faire. Les médecins qui vont se positionner pour être référents vont avoir un profil quand même assez particulier. Ah, mais je le pense. D'abord, il va falloir aussi que ces médecins décident des protocoles. Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas de protocole létal. Ça n'existe pas, puisque on n'a pas le droit de tuer son patient. Donc aujourd'hui, les produits qu'on utilise, là, ils nous ont sorti le Rivotril pendant la Covid. Ils l'ont sorti de leurs chaussettes, je ne sais pas d'où il vient. Il n'a pas été testé. Donc j'imagine que quand ils ont mis du Rivotril, il y a des gens qui n'ont pas dû réagir, hein, puisque ces produits ne sont pas homologués pour ça. Et ça, on ne nous le raconte pas, mais il y a dû y avoir des cas où on mettait le Rivotril, mais la personne ne mourait pas, donc on mettait plus de doses, on rajoutait autre chose, ça a dû être vraiment un truc horrible. Donc va falloir déjà établir les protocoles. Alors, Monsieur Michu, il est à 80 kilos, on lui met quelle dose? Madame Dupont, à 50 kilos, c'est pas forcément la même dose. Donc, j'imagine qu'ils vont faire des tests, des essais. Est-ce qu'il y aura des groupes témoins? Alors, on mettra un placebo pour Madame Michu, mais Madame Dupont, elle aura le vrai traitement, puis on verra si elle meurt plus vite que Madame. Mais ces gens, donc les gens qui vont participer à ça, je crois ils ont raté une époque ou un moment dans leur formation médicale. Si effectivement on nous apprend qu'on ne doit pas tuer, qu'on doit lutter pour la vie, c'est pour éviter ce genre de macabre protocole. Donc il va falloir établir des protocoles et ensuite il va falloir effectivement des gens qui les mettent en place. J'espère qu'ils auront la dignité de ne pas demander à l'infirmière de le faire pour eux et qu'ils assumeront jusqu'au bout leur geste, hein, parce que ça serait quand même pas très très joli de demander à un subalterne de faire quelque chose qu'on n'ose pas faire. Et ensuite, j'aimerais les mettre en garde. Parce que, certes, ils vont en dézinguer, ils vont pouvoir en dézinguer, parce qu'effectivement, ils ont autorité, mais le législateur, il a quand même mis un petit truc qui ne va pas les aider. C'est qu'effectivement, il y aura possibilité de faire une contestation a posteriori. Alors, la personne est morte, certes, mais il y aura possibilité de faire un contrôle. Et donc, lorsqu'à l'issue du contrôle mentionné au premier du présent, enfin bref, la commission estime que des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre par des professionnels de santé des sous-sections 2 à 4 de la présente section sont susceptibles de constituer un manque aux règles déontologiques ou professionnelles, elle saisit la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. Lorsque la commission estime que les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, on parle de crime ou délit, hein, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc, vous allez avoir des gens qui vivent, parce que quelqu'un leur aura dit, et sur une année, il y aura bien quelques familles qui vont dire, mais attendez, moi je ne suis pas d'accord, et qui vont demander la commission. Donc, messieurs les euthanasieurs, sachez que vous serez effectivement susceptibles d'être poursuivis pour un crime, et ça va vous arriver 2, 3 fois par an. Bon courage à vous. Moi, je ne ferai pas partie de Et ces gens-là, mais je leur souhaite un bon courage. il y a un cas d'ailleurs qui est célèbre, je crois qu'il est en Belgique, où une famille
désemparés, je crois que c'est le terme journalistique, parce que ils avaient un enfant de 23 ou 25 ans qui a reçu la piqûre mortelle pour une dépression. Et ils ne comprennent pas qu'un médecin ait pu prendre cette décision. Et il va La y loi le avoir, permet. voilà, il va y avoir ce genre de cas très fréquent. Est-ce La loi qu'il... le permet parce qu'on nous a vendu la loi pour... c'est de la communication. Pour des souffrances insupportables, on est en fin de vie, on souffre horriblement, le médecin arrive, il vous soulage. Mais c'est pas ce qui a marqué dans la loi, hein. La loi parle très peu de souffrance. La loi, c'est grosso modo une souffrance psychologique sera considérée effectivement comme possiblement, on n'est pas sur la souffrance telle qu'ils nous l'ont vendue, hein, c'est pipeau, hein. D'autant plus que Oui. ces souffrances, dans ma pratique quotidienne, moi je la connais pas parce que la souffrance en soins palliatifs, on arrive toujours à la résoudre. Donc, l'image du patient souffrant et le médecin qui est quand même qui le laisse souffrir par plaisir malsain, et c'est pour ça qu'on fait la loi pour échapper à ces griffes malsaines du médecin, c'est pipeau, hein, c'est pas ça, hein. Et C'est pas alors ça du tout, hein. là, tu soulèves un point très important, c'est que il n'y a pas suffisamment d'unités de soins palliatifs en France. Il y aura Oui. donc comme une inégalité entre ceux qui vont avoir le droit d'entrer dans ces soins palliatifs et les autres, parce qu'il y a des déserts médicaux qui n'auront pas le droit. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Eh tu ben, veux commenter? ça veut dire que la fraternité ne sera plus de mise. N'ayez aucune inquiétude, hein. Les gens qui auront les moyens, qui auront le financement, n'auront aucun problème pour accéder aux soins palliatifs. Par contre, les gueux, ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas les réseaux, ben, effectivement, ils n'iront pas en soins palliatifs et on leur dira, ben, par contre, on a une autre solution, hein. Donc, il va y avoir une différence. On rompt la fraternité, qui est pourtant une des choses qu'on estime très importantes pour la France. Il n'y aura pas il y aura pas d'égalité, il n'y aura pas de fraternité. C'est-à-dire que vous aurez ceux qui auront accès aux soins palliatifs et les autres. Il y a des Donc, accusations très très graves sur ce point, parce que mais vous pouvez être la inquiet, fin de hein. vie coûte cher. Ouais, mais vous pouvez être inquiet parce que moi, pendant la Covid, j'ai une dame qui était très altérée, très âgée, qui n'avait franchement rien à faire aux urgences de l'hôpital, mais il se trouve que sa famille connaissait des gens à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et ben, cette dame a pris une place en réanimation à un sujet jeune et qui en aurait eu besoin, juste par connaissance. Donc n'ayez aucune inquiétude, hein. Le jour, effectivement, on mettra ça en place. Il y aura ceux qui ont des réseaux, ceux qui ont des connaissances, qui bénéficieront du soin, qui pourront être accompagnés par leur famille comme il faut. Et puis, il y a ceux qui nous coûtent cher, hein. Tous ces gueux là Voilà, qui traînent, voilà. c'est Il y pénible. a certains, évidemment, suggèrent que cette loi a été pensée pour soulager les finances publiques, et notamment sur les populations les plus précaires et les plus fragiles. Et je vais être un petit peu dur, oui, sans hésiter, mais méfiez-vous aussi, malheureusement, et là je suis dur, hein, mais c'est la réalité, c'est mon job, je le vois, méfiez-vous aussi de votre entourage, hein. Ça va être un monde assez effrayant parce que vous verrez le médecin arriver. Le médecin, il sera en capacité de vous donner la mort. Donc déjà, vous dites, waouh, c'est qui ce gars-là? Vous aurez effectivement les responsables de l'administration qui diront, vous nous coûtez cher, hein. Mais vous aurez aussi la famille qui viendra en disant, dis donc, si tu pars tout de suite, le pavillon, on va pouvoir le récupérer, quoi. Je, la vie la vie de la personne en fin de vie va être une source d'angoisse assez inimaginable. Sur qui Ah, se mais... reposer à partir du moment où on peut mettre fin à vos jours et que tout le monde y trouve son intérêt? Et Effrayant. ouais, pourquoi, en effet, nos anciens avaient mis un tabou sur ce sujet? C'est que tout avait été pensé, évidemment, auparavant. Ouais, Et quelle prétention, moi je parle de prétention, de ces députés qui, pour la majorité, ont été élus effectivement pour faire barrage, hein. C'était une élection Mm. tronquée à la va-vite, hein. Il n'y a même pas eu de campagne. Donc ces députés ont été élus pour faire campagne, ils n'ont jamais parlé de leur campagne, et ces gens vont effectivement, ont la prétention de revenir sur le serment d'Hippocrate qui interdit de tuer, un serment qui a plus de 2500 ans, et ces gens-là, élus en CDD, qui ont une majorité à quoi? À 40-50 voix à tout casser, et se permettent de revenir sur quelque chose qui fonde notre culture depuis 2500 ans. Mais quelle prétention! Mais ils se prennent pour qui? Sérieusement. Bah, Est-ce que c'est l'extrême centre. effrayant?
Ouais. Ils se prennent pour qui? L'extrême centre macroniste, socialiste. On a bien vu qui votait, hein. Les groupes qui ont voté, c'est très clair. Après, j'ai vu certains députés qui se prétendent de gauche et qui ont voté nazi, notamment à la France insoumise, alors que cette loi va être la plus injuste socialement. Là, c'est des ils, types. Et ils, ils disent que c'est un gain pour la liberté. voilà, ils s'abritent derrière cet argument un peu bidon. Ouais. Il n'y a pas de liberté, hein. Non. Quand on vous pousse à disparaître et qu'on vous explique que vous êtes un inutile, on ne vous donne pas une liberté, hein. Au contraire, on vous retire la liberté de vivre, hein. C'est une loi contre la liberté. Ouais. Alors, c'est particulièrement atroce. Est-ce que tu voudrais finir sur quelque chose qui te tient à cœur, un point sur cette loi? Ben que, fort heureusement, elle n'est pas encore passée, parce qu'effectivement, elle doit retourner au Sénat, il y a encore des débats, et si on arrive à faire durer avec l'élection qui arrive, on peut espérer qu'elle ne passe jamais. Euh, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'à un moment, il faut aussi que les gens se bougent un peu, hein. On a le droit de militer, on a le droit de s'agiter. Il y a des mouvements qui se sont clairement positionnés, donc je vais parler du mien, hein, le mouvement politique citoyen, on s'est clairement positionné sur le fait que si nous étions aux manettes, on interdirait cette loi et on reviendrait dessus. Donc je dis aux gens, ben, bougez-vous un peu parce que vous ne pouvez pas simplement être des spectateurs. On parle de votre vie, on parle de la vie de vos parents, on parle de la vie de vos anciens, et vous ne pouvez pas rester spectateur par rapport à ce qui se passe. Et pour conclure, je dirais que plus on est informé sur cette loi, moins on la soutient, Plus elle fait peur. plus elle fait peur. Voilà, Hmm. merci beaucoup Franck. À Ben, c'est bientôt. moi, c'est important de se donner un temps pour revenir sur des choses qui passent tellement vite avec l'actualité présente, mais il faut aussi creuser un peu les sujets de temps en temps. International, le conflit entre Zelensky et Viktor Orban. Bruxelles appelle à la désescalade des tensions entre Budapest et Kiev. Ce type de langage n'est pas acceptable. Il ne doit pas y avoir de menaces contre les États membres de l'Union européenne, a déclaré Bruxelles après que Zelensky a proposé de donner le numéro personnel de Viktor Orban aux soldats ukrainiens après les tensions entre Budapest et Kiev. Vous ne trouvez pas que les membres de la Commission européenne sont gênés aux entournures? Pensez, en une semaine, Zelensky refuse d'ouvrir le Druzhba, le pipeline, malgré les demandes insistantes de Bruxelles. Dans la foulée, Zelensky menace physiquement Viktor Orban. Et vendredi, on apprend que des Ukrainiens, en Hongrie, se font arrêter avec des millions en liquide et en or. Ils sont soupçonnés de corruption, voire de financement du candidat européiste anti-Orban. Jacques Sapir. Les transferts de ces montants se font par voie électronique, voire des systèmes encore mieux sécurisés. Ce qui s'est passé avec ces Ukrainiens, c'est de la contrebande et de la corruption, ni plus ni moins. Malgré un dossier plus accablant de jour en jour, les européistes continuent de défendre contre vent et marée ZZ. Oui, ils le défendent bec et griffe. Et quand je dis bec et griffe, vous voyez de qui je veux parler. Nathalie Loiseau. Je ne m'expliquerai jamais comment plusieurs membres d'un parti se revendiquer héritiers du gaullisme peuvent se tromper à ce point sur l'Ukraine et la Russie. François Fillon. Zelensky n'est pas le héros irréprochable magnifié par des Européens auxquels il procure le frisson d'un combat pour la liberté par procuration. Il refuse aujourd'hui d'arrêter une guerre qu'il ne peut pas gagner. D'où vous viennent tellement de certitudes, Nathalie? Quelle arrogance de penser que vous et votre bande de gamins qui ont à peu près tout foiré avez raison. Quelle prétention de penser que des personnes qui ont 3 fois votre expérience se trompent systématiquement. Vous êtes bien de la Macronie. Vous nous avez mis dans le mur et vous avez toujours l'effroyable mais surtout imbécile prétention de croire que c'est vous qui détenez la vérité. C'est totalement consternant. Elle a des problèmes de mémoire ou de confusion, Nathalie Loiseau. Alors on va lui rappeler que les Russes étaient les alliés du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quant aux bandéristes, qu'elle défend bec et ongle, ils étaient les ennemis des alliés, oui, parce qu'ils étaient les serviteurs zélés du petit moustachu. Enfin, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec Rémi Gaillard. La diffusion du programme de Rémi Gaillard serait en train d'être entravée
par le maire socialiste sortant Michel Delafosse, qui tenterait d'empêcher son arrivée dans les boîtes aux lettres des Montpelliérains. 250 000 exemplaires sont concernés. Qu'est-ce qu'il en pense, Rémi Gaillard ? Ma profession de foi, document de campagne, vient d'être invalidée suite à un signalement de la liste PS de Delafosse, que j'ai récemment mise en cause sur plusieurs sujets. Si la décision reste en l'état, je serai le seul candidat dont la profession de foi ne sera pas distribuée dans les boîtes aux lettres de Montpellier. Les recours sont en cours. Quand on ne peut pas combattre les idées, on essaie parfois d'empêcher qu'elles arrivent jusqu'aux électeurs. Eh oui, Rémi, si les socialistes ou les macronistes se battaient à la loyale, vous croyez vraiment qu'ils auraient gagné une seule élection ? Car vous savez que ce soit la Macronie ou les socialistes, c'est une sacrée bande de zinzins. Voyez celui-là, le candidat macroniste à Paris. Le candidat de centre droit au municipal à Paris, Pierre-Yves Bournazel, a fait l'objet d'une opération d'ingérence numérique menée par un réseau lié à la Russie, a annoncé vendredi Viginium, le service chargé de lutter contre ces manipulations en ligne. Ça, j'avoue qu'on n'était pas prêt à un tel Célérus. Le patron du KGB, du FSB, est tellement peu occupé par la guerre en Ukraine, la guerre en Iran et la lutte contre les services de renseignement américains qu'il trouve le temps de nuire à un candidat à la mairie de Paris, inconnu de l'essentiel des électeurs et qui va se prendre une raclée au premier tour. Mon Dieu, quelle brochette dans cette rubrique fantaisie, entre le maire de Montpellier qui utilise des méthodes de barbouze, Bournazel qui voit des Russes partout, il nous manquait plus que les zinzins de l'extrême gauche, la ménopause contre le fascisme. Jean Jaurès a fondé ce journal, l'Humanité, mais quelle bande de déglingués. Vous croyez qu'on a touché le fond avec l'Humanité ? Ben non, il y a également France Inter. Pendant que le monde bascule dans la folie furieuse de la Troisième Guerre mondiale, de pauvres gauchistes débiles pensent qu'il est urgent de dégenrer les tracteurs et les tronçonneuses. Je vois bien Jean Jaurès en 1914 en train de plaider pour les motoculteurs inclusifs. Les tronçonneuses sont faites pour les hommes, hein ? Curieux de voir à quel point pourrait ressembler une tronçonneuse conçue pour les femmes. Quelqu'un a une idée ? Autrefois, on prescrivait des anxiolytiques. Bon sang, Sandrine Rousseau, on te l'a dit 1000 fois. Quand tu joues à la nana de gauche déconstruite, victime d'angoisse climatique, tu planques ton iPhone 17 Pro à 1500 balles. Enfin quoi ? Déjà, tes investissements immobiliers, c'était limite, mais l'iPhone, fais gaffe. C'est ce qui est fascinant avec les gauchistes, c'est leur hypocrisie décomplexée. Ils sont financés depuis toujours par tous les milliardaires progressistes de la planète, mais devant les caméras, ils jouent aux révolutionnaires ennemis du capital. Pierre Berger, Soros, Rothschild, Pigasse et Kretinsky. Le milliardaire tchèque Kretinsky injecte 60 millions d'euros en 4 ans dans le journal L'Aberration. Pourquoi investir à perte dans un média en faillite ? Pour soutenir le média vert dans l'optique de 2027 et avoir le droit de jouer à « J'ai choisi mon candidat ». La gauche pollue donc le débat politique, mais elle pollue également notre vision. Voyez ce château et ce parc, et voyez ce qu'ils en ont fait. On croit toujours avoir atteint le pire en matière de vandalisme du patrimoine. Après la cathédrale d'Angers défigurée, voici le dernier exemple du château de Tournepuy, purement et simplement massacré. Ceux qui ne comprennent pas que le progressisme est un culte mortifère jusque dans son esthétique ne comprennent rien. Imagine ce que cette image fait à ton inconscient. Le symbole étant le meilleur moyen de contourner le rationnel et d'aller directement imprimer ton inconscient. Regarde cette image, ce que cet architecte a fait et demande-toi si ce que ça génère comme symbole, comme émotion, comme message. Allez, pour finir, une petite piqûre de rappel, si je puis me permettre. Les gens protégés doivent se protéger des non protégés en forçant ces non protégés à utiliser la protection qui n'a pas protégé les protégés. Énorme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.